Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Encore merci, plus de 8000 vues depuis samedi soir concernant les tragiques événements du coronavirus. Alors, j'ai passé toute ma soirée hier soir, j'ai même été bloqué par Messenger pour diffuser ce que nous allons apprendre tout à l'heure, d'ici une heure, à savoir le confinement et le couvre-feu et peut-être 45 jours de confinement. Maintenant, ça commence à s'ébruiter. J'ai eu 2-3 sources hier en fin de journée, j'ai essayé de faire des recoupements et effectivement, devant l'échec de la politique d'Emmanuel Macron, nous allons suivre la stratégie des Italiens. Alors, ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'on s'est aperçu d'une chose avec ce qu'on peut dire les élections municipales de la honte, c'est qu'on rationne, et je vais y revenir tout à l'heure, les protections, le gel pour le personnel soignant, qu'il soit en hôpitaux ou les infirmiers libéral. Je viens d'en avoir une à l'instant qui m'a dit, écoutez Franck, dis bien qu'on n'a toujours pas de gants, pas de masque, on n'a rien, on fait nos clients, pas nos patients, et on est démunis. Et voilà. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, mais franchement, ne croyez pas tout ce que vous voyez à la télé, c'est complètement bidon. J'ai vu des palettes de masques qui revenaient de Chine et qui étaient livrés en Italie. Voilà. Ah, mais nous, on n'en a pas pour même nos services d'urgence. Alors, nos services d'urgence sont obligés de laver leurs masques et de les faire sécher pendant la pause de midi, ou alors on leur donne des patrons en carton pour que le soir, chez eux, ils découpent des bouts de tissu et accrochent des élastiques. C'est du grand n'importe quoi. Enfin bon, ce qui est scandaleux, effectivement, c'est qu'on rationne ces protections donc pour le personnel médical, mais dans les bureaux de vote, les assesseurs, certains étaient équipés de masques FFP2 et il y avait du gel pour que les votants puissent se désinfecter. Il est également noté que dans certains services d'urgence, on leur envoie aussi des masques périmés. Mais bon. Les services d'urgence, il y a un syndicat interurgence qui nous dit que les personnels soignants sont des professionnels dans un sous-effectif et une souffrance sans précédent, redonnant à la santé publique la place primordiale qu'elle doit occuper. Donnons à l'hôpital public les moyens de fonctionner correctement. Macron nous parle de reconnaissance de la nation. On s'en fout, ce qu'on veut, nous, c'est un hôpital public fort et des moyens pour soigner les gens. Alors, je vais vous dire, j'écrivais, je crois, hier, Macron nous laisse crever. Pas de gel hydroalcoolique, pas de masque, pas de restrictions frontières, pas de mesures juridiques contraignantes pour les entreprises les obligeant à appliquer sans discussion les mesures qu'on suggère comme le télétravail. Même les médecins n'ont pas de masque FFP2. Ils en sont réduits à appliquer la consigne du port d'un simple masque chirurgical quand ils en trouvent. Le gouvernement et ce président sont incapables d'anticiper une crise pareille et de prendre les mesures d'autorité qui conviennent, pendant que l'Italie et maintenant l'Espagne voient des milliers des leurs mourir dans des conditions épouvantables, nous perdons un temps précieux en condamnant de nombreux salariés qui n'auront pas le choix pour se rendre au travail. Ils prendront les transports en commun, des bouillons de culture que sont devenus métro, bus, RER. Sans masque, il est pratiquement impossible d'échapper au risque d'une contagion de masse. Rien n'est fait. On demande à la population française d'être sérieux et responsable, et il le faut, c'est vrai. On a vu des gens irresponsables samedi soir qui faisaient la bringue dans des squares sous prétexte que les pubs étaient fermés. Non, c'est irresponsable. On demande aux Français des sacrifices, mais on ne lui donne pas les moyens les plus élémentaires pour se protéger, éventuellement du gel et des masques, comme il se passe dans tous les pays asiatiques. C'est quand même commun maintenant. Donc ce matin, des millions de Français sont allés travailler. En fin de compte, on peut dire qu'ils ont tenté leur chance avec un virus dont on ne sait pas grand-chose, mais qui a un taux de mortalité et de contagiosité qui est devenu effrayant en Italie. Il tue ou estropie vos poumons à vie, parfois diminuant votre capacité respiratoire de 20 à 30%, même après guérison. À l'échelle de la France, cette gestion est lamentable, catastrophique, et les morts vont tomber par milliers pendant que Buzyn déserte et s'introduisait pour sa campagne municipale en laissant 500 000 messages sur les portables, sur les lignes personnelles. Qu'est-ce qu'elle disait, cette brave dame? Des conneries indignes. Je ne suis pas une politicienne, je suis une professionnelle de l'intérêt général. Véridique, c'est ce que les Parisiens ont reçu. L'intérêt général, dit le truc.
Elle nous annonçait il y a un mois encore que le Covid-19 était loin. L'intérêt général d'un gouvernement de pitres et de guignols obscènes qui ricanent de ce que fait l'Italie, hein, comme la cipette indiale. Sachez que ce même gouvernement indigne refusait il y a encore un mois de passer commande de masques FFP2 et que l'un des plus gros fournisseurs l'avait plusieurs fois mis en garde sans réponse avant d'écouler son stock au Royaume-Uni qui, eux, ont commandé dans des délais impartis. C'est totalement dingue, c'est en train de mal finir. Je répète, la courbe française apparaît comme un décalque de la courbe italienne. Même chose pour le nombre de décès, dont la progression, toujours avec un décalage de 9 jours, qui est en train de se réduire. On est en train de rattraper au fur et à mesure les statistiques italiennes. L'Italie a enregistré 368 nouveaux décès au coronavirus en 24 heures. En 24 heures, vous vous rendez compte? Le temps d'un week-end. Déjà 1800, maintenant ce soir on doit être à 2000 morts dans ce pays le plus touché en Europe. Selon un graphe américain établi sur les données de l'Organisation mondiale de la santé, c'est en France que le virus se répand le plus rapidement possible, avec un taux de progression de 38% par jour. Ça veut dire que s'il y a 1000 cas un jour, il y en a 1386 le lendemain. Donc samedi, il y avait 4500 cas connus, donc on peut dire que le dimanche 15 mars, il y avait déjà 6200 personnes infectées. Et encore, les gens qui ont eu un test, mais comme maintenant on ne le teste plus, en fin de compte, vous êtes les personnes infectées, c'est vraiment les gens qui sont hospitalisés. Mais vous et moi pouvons être infectés et nous ne savons pas. Donc je ne vous dis pas. Donc c'est une croissance exponentielle et le gouvernement va faire comme en Italie. Il va être obligé d'opter pour un confinement total avec couvre-feu très prochainement. Je pense qu'on va nous l'annoncer et que ça sera opérationnel à partir de demain. On voit déjà des forces militaires et des forces de police se positionner. On voit des transports, on m'a envoyé des photos. Donc voilà. Hein. Donc on me dit que ce soir, il y aura une annonce d'un confinement total. On dira aux Français de se déplacer, de choisir une zone de confinement. Chacun devra rejoindre sa résidence principale ou sa résidence secondaire. Et puis à partir de 8 h du matin, il y aura un confinement total avec mise en place de contrôles avec l'armée et les forces de police. Donc aucun déplacement, bien sûr, sans un laissez-passer, interdiction de sortir, sauf une seule personne qui fera des courses alimentaires, ou si vous avez un rendez-vous, médecin, à l'hôpital, et puis évidemment la filière de santé, les infirmiers, les pharmaciens, etc. Et ça, par contre, un confinement de 45 jours. Donc c'est très très important. Ce que je ne sais pas encore à cette heure-ci, nous allons le savoir d'ici quelques minutes, si le confinement va se faire uniquement sur le nord, le Grand Est qui est complètement bouleversé, notamment je pense à mes amis du Haut-Rhin, où il y a 68% du Grand Est de personnes contaminées, je les salue. Il n'y a plus de lits, on ne trouve plus de lits, on est obligé de loger les gens à 150 km pour leur trouver un poste de réanimation. Hein. Tellement c'est. On rajoute 20 lits et le lendemain c'est déjà dépassé, il faut encore en rajouter, mais on n'en a plus. Hein. Alors, une durée de 45 jours, ce que je ne sais pas encore, c'est justement sur les zones du Grand Paris, de l'Est, éventuellement du Nord, qui sont complètement dépassées aussi, ou si ce confinement va se faire sur toute la France. Voilà, nous en saurons plus. Voilà, nous en saurons plus. Enfin, il y a quand même, je ne comprends pas, c'est une incompétence criminelle quelque part. Parce que le 24 janvier, Agnès Buzyn, encore ministre de la Santé, prenait des airs très scientifiques de grand expert, parce qu'elle est quand même médecin, il me semble, hein, déclare que le risque de voir le coronavirus arriver en France est pratiquement nul et c'est le début de la catastrophe. L'État français décide de ne rien faire et prend un retard irrétrapable. Le lundi 4 mars, Macron annonce la réquisition des masques de protection en faveur des hôpitaux. Mais au lieu d'appeler les entreprises françaises à s'organiser pour en produire en grande quantité, il crée une pénurie totale qui expose toute la population, médecins de ville et laboratoires compris, à la contamination, puisqu'on n'en trouve plus. Le 5 mars, il décide d'encadrer le prix des gels hydroalcooliques, ce qui paralyse la chaîne de production privée. En 24 heures, pénurie générale de gel, comme pour les masques. Les Français sont alors privés des deux meilleurs moyens de se protéger. Contre cette pandémie, le piège se referme sur les Français, effectivement. Pas de gel, pas de masque. Comment se protéger? Le pire, le 7 mars, Macron va au théâtre pour encourager les Français à ne pas avoir peur du coronavirus et de continuer à vivre comme avant. Ce faisant, il fait croire à la population que tout va bien se passer. Ce qui fait les gens se disent « Ah ouais, c'est une grosse grippe, oui, ouais, mais c'est un coup monté, comme ça on ne parle pas du 49.3, de la réforme des retraites, voilà, ils ont tendance à amplifier le truc, bon, pour faire le buzz, et puis voilà. »
Le 12 mars, Macron fait son discours télévisé et au lieu de sonner l'alerte, une bonne fois pour toutes, il fait un speech politique hollywoodien, évidemment. Il dit du bien des personnels soignants, ceux qui sont en grève depuis 10 mois et dont il a réduit les budgets, mais il leur fait des louanges. Et alors, c'est des promesses ni très claires, sans grandeur. Enfin bon, dès le lendemain, euh, mais les gens, ils sont baladés au lieu d'être cloisonnés. Et Édouard Philippe accuse les Français d'être indisciplinés, ce qui est vrai. Faudra quand même apprendre à avoir un peu plus de discipline. Fin de semaine, contre l'avis des médecins, Macron décide que les élections municipales auront lieu quoi qu'il arrive. Il prétend que c'est une décision prise en accord avec les milieux scientifiques. Et on sait aujourd'hui qu'il est en réalité guidé par des motivations politiques. Évidemment, dans certains bureaux de vote, aucune précaution sanitaire n'est prise et des Français sont certainement contaminés à cette occasion. Tout ça peut-être pour annuler les élections. On en saura plus dans les heures qui viennent. Toute cette période faite d'incompétence, de naïveté et de cynisme, Macron refuse de fermer les frontières alors que tous les pays européens, les uns après les autres, refusent les entrées d'étrangers sur leur sol. Son idéologie européiste, utopique et mégalomane l'empêche d'agir. Fermer les frontières, c'est impossible pour lui, c'est contre nature. Les jours passent, notre roitelet de l'Élysée a peur de passer pour un tyran, il est en réalité impuissant et incapable de se rendre compte de quoi que ce soit. Olivier Véran, extrêmement dangereux, notre ministre de la Santé, il a proféré des mensonges complètement hallucinants, de cynisme. Franchement, il a été raconté que fermer les frontières ne sert à rien. C'est faux. Les citoyens n'ont pas besoin de masques de protection. C'est faux. Les médecins de ville n'ont pas besoin de masques de protection. Mais c'est encore faux. Il nous dit qu'il n'y a pas de pénurie de masques. C'est faux. À l'instant, on vient de m'appeler des infirmières qui me disent on ne trouve pas de masques. Les hôpitaux français ne sont pas saturés. C'est faux. J'ai reçu des messages et des messages dans la journée. Ils n'en peuvent plus, les services d'urgence. Ils sont à plus de 60 heures, 70 heures. Ce sont des menteurs. Inutile d'argumenter. De toute façon, vous Français, n'importe quel Français à peu près intelligent sait que ces 5 affirmations sont d'énormes mensonges et que l'homme qui les déclare comme des certitudes absolues, notre ministre de la Santé, est un ennemi de la vérité et un ennemi de la nation et de notre survie. Un jour, il faudra peut-être mettre sous les yeux ces mensonges et lui demander des comptes. Vous vous rendez compte ? Notre sort repose entre les mains de menteurs. Méfions-nous comme de la peste. D'ailleurs, franchement, je ne l'ai pas inventé. Contre toute attente, le ministre de l'Éducation nationale vient de faire les déclarations suivantes. Comme vous le savez, depuis le début, la stratégie, ce n'est pas d'empêcher que le virus passe. On sait qu'il passera probablement par plus de la moitié d'entre nous, mais c'est à nous de faire en sorte qu'il passe de la manière la plus étalée possible dans le temps. On considère, et là je ne fais que répéter ce que disent les scientifiques, que 50 à 70% de la population, in fine, finit par être contaminée par le virus, et c'est d'ailleurs ce qui met fin au virus, puisque ça crée une forme d'immunité. Il faut qu'on soit tous contaminés, et le virus va s'éteindre de lui-même. On se frotte les yeux. Un pays où le gouvernement annonce froidement qu'une épidémie va frapper 40 à 50 millions de personnes et qu'on n'y peut strictement rien, que le virus va générer une immunité qui nous en débarrassera et puis le tour est joué. C'est bon, on ne fait rien, on ne dépense pas de sous et puis on attend que ça se passe. Comment le gouvernement peut-il ajouter foi le jour où il appelle les Français à se rendre massivement aux urnes ? Comment peut-on prédire une telle catastrophe tout en étant si hésitant sur les moyens d'y faire face, en donnant l'impression qu'on ne contrôle plus rien et qu'on va laisser agir la sélection naturelle? C'est le cas. Nous sommes trop nombreux sur la Terre. Comment se fait-il que dans de très nombreux pays, comme la Russie et la Corée du Sud, on a adopté des mesures qui contiennent l'épidémie et nous, on doit se résigner, c'est une punition divine. Ah oui, le gouvernement ignore-t-il que le pays le plus meurtrier par cette pandémie, la Chine, est en train de la réduire, de la juguler, et qu'il n'y a donc aucune fatalité à ce que cette épidémie frappe des millions de personnes. Dans les pays dont les dirigeants prennent au sérieux le risque épidémique et n'hésitent pas à froisser des intérêts particuliers afin de préserver la santé du plus grand nombre, il faudrait peut-être s'intéresser au succès de certains pays, République tchèque, les pays scandinaves, etc. Vous avez plein de pays en Europe qui ont fermé leurs frontières, sauf nous. Voilà. Parce que nous, on se croit plus savants que les autres, voyez. On critique les Italiens et tout, qui eux, se sont mis très en retard. Mais qu'attend le gouvernement français pour prendre des mesures qui ont fait la preuve, par ailleurs, au lieu de passer son temps à, on va dire, théoriser sur une certaine impuissance. Alors, je complète quand même pour que vous ayez une idée.
Nous avons la catastrophe de la Lombardie en Italie, qui était quand même un pays très riche, avec un fort système hospitalier, hein, à l'équivalent de la France. Hein. Ce n'est pas l'Italie du Sud, pauvre, c'est quand même... voilà. Hein. Et c'est une catastrophe, et on va avoir la même chose, même à l'échelon plus important. Et donc déjà, j'ai des messages du Nord, il y a une sélection des patients. Ce que je vous disais qui est en Italie se passe également dans le nord de la France. Nous sommes obligés de sélectionner selon l'âge, car on ne peut plus réanimer tout le monde. On ne réanime plus tout le monde. Les vieux, on les laisse mourir. En France, il y a seulement 5000 places pour de la réanimation. Et on rajoute 7500 places environ d'unités de soins intensifs. Cardiologie, pneumologie, etc. Donc, il n'y a plus de place pour les accidents cardiaques, pour les accidentés de la route. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment, il n'y a plus assez de lits. Comprenez que si on est à 50-60% de la population française, même si vous prenez 10% qui sont atteints très gravement, mais on va être des dizaines de milliers de personnes à devoir aller à l'hôpital et il n'y a pas de place pour nous. On nous parle de chiffres quand même qui vont atteindre 400-500 000 morts. Donc même si ces chiffres sont un peu excessifs, j'ose espérer, mais vous vous rendez compte à l'échelon de, même si ce n'est que 100 000 morts ou 50 000 morts, mais vous vous rendez compte l'équivalent de certaines villes complètement rayées de la population française? Bon, donc ce que je voudrais dire par là, et je vais en finir, et puis on attendra ce que nous dira Macron, les événements que nous vivons annoncent un tournant moral, idéologique, intellectuel, un bouleversement des mentalités, comme il en survient tous les demi-siècles ou tiers de siècle. Effectivement, il est question que 70% de la population, 60-70%, soit contaminée. On nous parle de 300 à 500 000 morts, mais c'est de la guerre. C'est pire que la débâcle de 1940. Depuis 24 heures, on est au stade 3. C'est un climat des fins du monde qui s'est abattu surtout sur tout le pays. Ça surpasse le traumatisme des attentats de Toulouse, de Charlie, du Bataclan, des terroristes de Nice. Il va y avoir, je pense, une révolution radicale dans l'ordre des idées. Quand on va sortir de ça, plus rien ne sera comme avant. Il faut bien comprendre qu'il y a une crise économique qui s'annonce dramatique, une vague de chômage sans commune mesure, soi-disant certains avec celle de 2008, consécutive à l'arrêt complet de la vie économique et sociale. Cette crise s'apprête à ravager la France et toute l'Europe. Il va y avoir de gigantesques déficits publics et l'explosion des dettes. Et je pense que la survie de l'euro, ça va être compliqué. Payer des gens pour rester chez eux pendant 45 jours en touchant leur salaire, on va prendre l'argent où? Vous croyez que les boîtes, si elles ne dégagent pas de chiffre d'affaires, elles peuvent survivre? Hein? Bon. En fin de compte, on va s'apercevoir d'une chose. La fin de la mondialisation bienheureuse, du monde sans frontières, de l'individualisme roi et du culte de l'argent, au cœur de l'idéologie dominante depuis les années 90. Cette tragédie actuelle, venue du fin fond de la Chine, sera toujours perçue comme la fin de cet idéal de globalisation, hein, où on a des usines peuplées d'esclaves au fin fond de la Chine et qui nous confectionnent des iPhones, des smartphones et des tas de produits, des vêtements et tout pour pas cher. Et puis en plus, on regarde pas trop, mais il y a des enfants qui travaillent, mais on s'en fout parce qu'en fin de compte, on change de téléphone tous les ans. Oui, ben, réveillez-vous, hein. Ça va changer. Hein. C'est l'écroulement du projet européen. Cette crise a démontré, mais jusqu'à la caricature, la faillite de la solidarité européenne. Cette Union européenne est inexistante. Chacun est abandonné à son triste sort. L'Italie est obligée de recourir aux Chinois et aux Russes pour avoir des masques. Et nous, on ne leur donne pas, on n'en a pas. Les Allemands veulent garder leur. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est la fin de l'idéologie ultralibérale et anti-nation, anti-État. Vous voyez, on a affaibli au maximum les capacités médicales et hospitalières depuis plusieurs décennies parce qu'il fallait faire des restrictions budgétaires drastiques. On s'aperçoit qu'on va avoir nos capacités de soins qui vont être saturées et à l'image de l'Italie ou du Grand Est, quelle que soit la gravité de la maladie, eh ben, on ne peut pas soigner les gens. On en est là, vous vous rendez compte? Alors, en plus, nous avons une violente et brutale aggravation du malaise démocratique après les élections présidentielles et les législatives de 2017, biaisées par différents scandales et une faible participation. Le premier scrutin
Grand scrutin national de ce quinquennat qui vient à son tour de sombrer dans le chaos, ces fameuses municipales, avec très peu de participation. Quelle est la légitimité des personnes qui peuvent être élues? Puis alors, quand on parle de 2022, où on reste sur une alternance Marine Le Pen-Macron, qui arrange bien Macron, effectivement. Voilà. Franchement, c'est ça que vous appelez la démocratie. Et ben moi, j'y suis pas du tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, ben c'est ça. Le gouvernement refusait de passer des commandes de masques FFP2 parce qu'il pensait que ça passerait comme ça, comme une lettre à la poste. Voilà. Écoutez, on va écouter ce que va dire Macron. Moi, je suis à votre disposition. J'essaye de faire passer des informations. Tout ce qu'on vous dit, de toute façon, c'est du pipeau. En tous les cas, on va avoir des restrictions. On va être confiné. Ça va être très compliqué. Alors moi, je me pose des questions, mais je demande à voir le confinement dans certains quartiers où la police n'ose même plus rentrer. Et je pense que vous et moi, on sera peut-être confinés, mais qu'il y a certaines personnes dans les, comment on dit, où la loi de l'État ne passe plus. Hein. Je pense les quartiers nord de Marseille, certains quartiers de périphérie, à Toulouse, etc. Je demande à voir pour le maintien de l'ordre. Hein. On va voir si on va avoir des soldats qui vont s'occuper de dire aux gens circulez, rentrez chez vous, vous n'avez rien à faire sur la voie publique. On verra. C'est ma petite interrogation. J'attends de voir. Sur ce, écoutez, faites très attention. Maintenant, je pense que tout le monde est conscient de la gravité, hein, que plus personne va aller se balader pour brader les interdictions avec une chope de bière ou de vin à la main agglutinée. Enfin, ça me fait bizarre parce que quand je vois les magasins sont dévastés, sont presque pillés. Deux grandes surfaces sur Lyon, moi je parle de Lyon parce que bon, le Auchan-Saint-Priest et le Carrefour Vénitieux, c'était blindé ce matin. Il y avait des queues de 30-40 chariots. Et ben, il n'y a plus rien à vendre, donc ils ont fermé en fin de matinée. Voilà, on en est là. Mais ne vous inquiétez pas, ne vous précipitez pas. On a quand même une structure commerciale, on a beaucoup de commerces intégrés, de supérettes, de supermarchés, d'hypermarchés. Ces gens-là ont des centrales d'achat, il y a des stocks, et donc, en fin de compte, ils sont livrés. S'il vous plaît, ne vous précipitez pas. Ils sont livrés tous les jours, tous les 2 jours. Il manquera un produit, vous en prendrez un autre. Je veux dire, on n'est pas, voilà, c'est pas la guerre avec des bombardements. Hein. Donc, n'allez pas vous agglutiner dans des magasins. Maintenant, vous aurez le droit de sortir chez vous à une seule personne pour aller faire des courses. Vous reviendrez le plus sagement possible, en prenant des précautions. Si on arrive à avoir des masques, enfin bon, en vous tenant à distance et tout. Voilà. Mais ne vous précipitez pas. Il y a du... Voilà. Le personnel soignant m'a dit, mais écoutez, dites-leur, on n'a plus accès à l'essence, nous on a besoin d'avoir du carburant pour aller s'occuper des malades, des personnes du 3e et du 4e âge, et on ne peut plus faire notre plein parce que les stations essence sont vides, on n'a plus de masques dans les pharmacies, on n'a plus de produits, on n'a pas de gel, etc. Donc, il y a des gens qui travaillent pour notre survie, pour notre santé. Pensez quand même un petit peu à ceux qui sont obligés de se déplacer pour assurer des prestations. Et voilà, ne vous affolez pas. Maintenant, on y est au fond du trou. Donc, ça ne sert à rien de courir. Hein. Fallait peut-être voter différemment, fallait bien faire attention et tout. Quand je vois qu'il y a encore des gens qui votent pour notre Premier ministre au Havre, qui s'en sort avec 45% de vote au premier tour, non mais attendez, je suis assis, hein, mais je n'aurais pas parié un copec sur cette personne. Eh bien, Édouard Philippe est en tête des élections au Havre. Non mais attendez, avec toutes les malversations qu'il a faites dans sa municipalité, etc., les ardoises qu'il a laissées, eh bien non. Pareil à Paris, je crois que la maire de Paris a mis Paris en déficit, je crois, de 5 milliards, mais les gens votent encore pour elle. Elle veut supprimer encore un maximum la circulation, mais on vote pour elle. Voilà, c'est le petit côté politique. Mais à un moment, il faut qu'on vous fasse quoi pour que vous réagissiez, pour que vous bougiez un peu, là, franchement. Parce que, voilà, je veux dire, comment on peut encore voter pour En Marche ou des socialistes qui nous ont mis dans la mouise depuis des années et des années? Hidalgo, non mais attendez, franchement, vous avez vu, quand vous voyez,
Paris, ville poubelle, c'est pas Paris, ville lumière, c'est ville poubelle. Il n'y a que des rats, c'est envahi de migrants, de SDF, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de propreté, et on fait venir des touristes, mais franchement, mais bientôt les touristes, si c'est pour se faire détrousser, des cars attaqués, des cars de touristes attaqués par des bandes et tout, mais c'est bon, quoi, je veux dire, mais on est honteux, on est honteux. Enfin bon, voilà. Écoutez, moi je suis là pour l'instant, j'espère que je vais rien attraper, hein. Et puis, d'ici un jour ou deux, je vous parlerai un petit peu plus d'économie par rapport à cette grave crise sanitaire. Mais je rappelle, je pense à tous ces commerçants qui continuent à payer les loyers, etc. Et qui n'auront pas de recettes pendant 45 jours, 50 jours. Mettez-vous dans la tête que être commerçant, être entrepreneur, ce n'est pas non plus rouler sur l'or. Je veux dire, il y a des gens qui ont très bien réussi, tant mieux pour eux. Mais quand vous n'avez pas de recettes pendant un mois et demi, 2 mois, vous n'avez plus de réserve financière, vous n'avez plus de trésorerie. C'est ça que je voulais faire comprendre. Vous voyez, vous êtes au SMIC, on va vous mettre en chômage partiel, on va vous mettre en arrêt maladie. Vous allez avoir une rentrée d'argent. Vous allez perdre un petit peu de pouvoir d'achat, mais ça va tomber quand même. Un commerçant, il n'y a rien qui tombe. Une infirmière qui est malade, elle a 30 jours de carence. Pendant 30 jours, elle n'a pas de salaire, alors qu'elle a chopé la maladie en s'occupant de ses patients. Vous voyez, je veux dire? Donc, soyez conscients. Mon but, c'est d'éveiller une certaine conscience que quand on est salarié, c'est pas marrant, mais quelque part, si on est dans une grosse boîte, dans une grosse entreprise, on a quand même une certaine sécurité. Je ne dis pas que c'est le paradis, hein, mais parfois, on a quand même un peu moins de précarité que des gens qui peuvent être entrepreneurs et qui ne comptent que sur eux, qui n'ont pas le droit de malade, puisque s'ils sont malades, ils ne peuvent pas ouvrir leur magasin, et là, ils sont confinés chez eux, et leur magasin, il est bouclé. Vous vous rendez compte ce que ça donne d'avoir un bar et tout, et même le personnel de ces débits de boissons, de ces restaurants, etc. Bon, c'est pas des grosses structures qui peuvent payer des salaires pendant des mois sans recevoir de chiffre d'affaires. Voilà. Soyons humains. De toute façon, maintenant, on est au fond du trou. Ne paniquez pas. Soyez prudents. Redresserez la tête. Mais simplement, je vous demande de vous rappeler ce qui s'est passé depuis 3 mois, que certaines personnes ont menti, ont nié l'évidence et nous ont mis dans cette situation. On est d'accord, la situation est difficile et voilà, je vous laisse parce qu'on m'appelle, mais en tous les cas, je vous embrasse, on va écouter Macron et je vous reviens très prochainement. Merci beaucoup, au revoir.